Je crois que les pivots ont été mis à l'honneur hier. C'est pas Anne-Béatrice qui va dire le contraire. Anne-Béatrice, Rodolphe, j'ai le plaisir de vous accueillir pour le troisième témoignage. Témoignage entre Calisi et le groupe IMA avec IMH, avec Rodolphe. Test, test. C'est bon? C'est bon, vous m'entendez bien? C'est parfait. Vous m'entendez bien au fond? Oui. Ok. Au fond? C'est bon. Plus là. Allez, on suit la trame. Anne-Béatrice, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Calisi? Qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, nous, quand on a intégré la French AssureTech, on ne s'appelait pas Calisi, on s'appelait Coorganize. C'est ce qu'on a rapidement expliqué hier, c'est le pivot qu'on a effectué. Mais pour parler aujourd'hui, on va parler de Calisi. Donc Calisi, c'est un outil de prise de rendez-vous, mais qui s'inscrit vraiment dans le domaine de la relation clientèle. Donc en fait, le principe, c'est de pouvoir proposer la prise de rendez-vous de façon simple sur un site internet, sur un groupe WhatsApp, en décrochage, en SVI. Dans vos campagnes marketing. Et en fait, c'est vraiment l'objectif, c'est de transformer chaque contact que vous pouvez avoir en fait avec un client, un prospect, en une opportunité. Effectivement, on a mis quelques références. Quand on a commencé, en fait, on a effectivement commencé avec les acteurs du groupe IMA et notamment avec IMA Protect. Et petit à petit, effectivement, on s'est déployé dans le monde de l'assurance. Peut-être quelques chiffres sur cette slide qui sont assez descriptifs de ce que vous faites. Exactement. Donc en 2023, Calisi en fait a permis de prendre plus de 800 000 rendez-vous. Et avec notre présence, on est disponible auprès de plus de 7 millions de Français. Et notre objectif à nous, c'est pas justement de proposer de la prise de rendez-vous, mais c'est vraiment de s'intégrer dans de la relation clientèle à tous les niveaux, que ça soit en avant-vente, pendant la vente, post-vente, dans l'indemnisation. Et l'objectif, c'est vraiment de percevoir ça comme une amélioration de la relation clientèle. Alors, côté IMA, finalement, sur ces prises de rendez-vous, quels sont les enjeux? Alors côté IMA, en fait, au moment où on a rencontré Calisi, on était sur des grosses problématiques de nombre d'appels sortants infructueux. Donc on avait beaucoup de clients qu'on cherchait à joindre ou de sociétaires qu'on cherchait à joindre, sur lesquels on passait parfois 4, 5, 6 appels, et donc beaucoup de temps perdu, beaucoup d'inefficacité dans les processus, beaucoup d'insatisfaction de la part des collaborateurs qui avaient l'impression, un sentiment d'inutilité, et puis aussi beaucoup de déception du côté des clients qu'on appelait, parce que en fait, c'était pas le bon moment pour les joindre. C'est quelque chose que, en faisant de l'immersion avec les startups, j'ai moi-même vécu sur les plateaux téléphoniques, et c'est vrai que de pouvoir proposer cette solution aux sociétaires, c'est absolument génial. C'était exactement le moment où il fallait qu'on les rencontre, en fait. Exactement. Et alors du coup, les objectifs que vous avez posés entre vous dans le cadre de cette collaboration, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, les objectifs, en fait, c'était vraiment le principe, c'était donc vraiment dans le cadre de la téléexpertise, c'était de se dire à partir du moment où un bénéficiaire en fait fait une démarche pour une déclaration de sinistre, eh ben, c'était de pouvoir lui proposer de la prise de rendez-vous pour pouvoir réaliser la téléexpertise le plus rapidement possible en limitant finalement tous ces appels sortants. Donc, il y avait un vrai sujet de joignabilité, comment joindre finalement les bénéficiaires, comment le faire dans des délais, parce qu'il y a des délais qui sont imposés et qu'il faut respecter, et tout en gardant une satisfaction client significative. Il ne fallait pas que ça dégrade en fait la satisfaction. Et de façon plus générale, il y avait un vrai sujet de digitalisation au sein du groupe IMH et digitaliser effectivement ce sujet de la prise de rendez-vous dans le cadre de la téléexpertise. Ouais, je peux pas dire mieux. C'est vrai que du côté d'IMH, on était sur un moment où on était encore full téléphone. Donc passer du full téléphone à autre chose, on va en parler ensuite, mais c'est un gros pivot aussi. On n'est pas une start-up, on pivote pas comme une start-up, mais changer le modèle opérationnel, c'était pas rien. Et forcément, il a fallu qu'on passe par, merci pour la transition, par un peu d'expérimentation pour convaincre aussi en interne. C'est peut-être un mot là-dessus avant vous de redonner la parole. C'est vrai que l'expérimentation, elle est hyper clé. On dit aussi qu'en start-up, tout va vite, mais en fait, pour mettre en place ce type de projet, ça se fait pas en claquant des doigts. On voit avec ce beau graphique la montée en puissance
je vois 300 rendez-vous par mois en février 2022 et puis une très belle montée en puissance en début d'année. Oui, effectivement, en fait, pour mettre en place, ça paraît très simple quand on l'explique de cette façon, mais le sujet, il est beaucoup plus complexe. Il est beaucoup plus complexe parce que IMH avait des process, avait une façon de fonctionner, avait une organisation. Donc, on ne peut pas simplement arriver en disant, voilà, on va envoyer un SMS, on va prendre un rendez-vous, ça va être facile. En fait, il fallait vraiment prendre en compte toute la contrainte à proprement parler d'IMH. Nous, ça nous a permis également aussi de proposer de la prise de rendez-vous à un autre moment de vie du parcours client. C'était quand même pour nous également une nouveauté. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que ce qui est très important, et c'est effectivement Virgile qui l'explique très bien, c'est la phase de cadrage est importante. Parce qu'en fait, la phase de cadrage, elle permet de voir à un instant T un problème, mais surtout ce qui est important, c'était de voir la vision globale. C'est-à-dire qu'on peut lancer un POC, mais si on n'a pas pensé à la vision globale de la montée en puissance, de la montée, l'ouverture des nouveaux catalogues, nouvelles assurances et ainsi de suite, ça peut être problématique. Donc le cadrage, il est important. Et ce cadrage, il n'est pas qu'important techniquement, il est également extrêmement important au niveau des équipes, embarquer les équipes. Parce que on amène un changement, il y a une conduite du changement qui doit être réalisée avec les équipes, il faut tous les embarquer. Parfois, on peut avoir l'impression de refaire des ateliers et ainsi de suite, mais on a besoin d'avoir tout le monde qui soit impliqué pour qu'au moment où ça se lance, parce qu'il y aura forcément des petits couacs ou des choses comme ça, que tout le monde soit convaincu. C'est clair. C'est clair que du côté des équipes, quand on est dans une phase de lancement comme celui-ci, où en plus IMH n'avait pas forcément une très grande maturité de travaux avec les startups, on dédie une équipe. On a une équipe qui travaille de concert avec les équipes de Anne-Béatrice. On est convaincu en fait de l'intérêt de la solution. Après, le passage au mode opérationnel devient forcément un sujet de préoccupation. D'abord parce que les équipes, ils ne l'avaient pas forcément particulièrement attendu. L'équipe projet était convaincue, les opérations potentiellement un peu moins. Et puis la moindre petite difficulté, le petit caillou dans la chaussure devient une montagne insurmontable. Ouais, je crois que ça résume bien en quoi vous avez réussi à innover avec IMA. Tout à fait. En fait, dans le modèle opérationnel, c'est ce que j'étais en train effectivement d'expliquer. Il a fallu passer par les phases expérimentales pour montrer à quel point finalement la prise de rendez-vous, elle permet de faire son travail dans les meilleures conditions possibles. Comme vous l'avez vu tout à l'heure peut-être dans les verbatims, on avait des sociétaires qu'on n'appelait pas au bon moment. Là, en fait, on les appelle au bon moment parce que c'est eux qui ont choisi le créneau sur lequel on peut les joindre. Et le deuxième élément qui est important, c'est que forcément le collaborateur qui va être en contact avec le sociétaire, sachant qu'il va avoir Monsieur Duvallon au téléphone, il a préparé son appel, il a pris connaissance du dossier et du coup l'appel devient beaucoup plus efficace. Tout à l'heure, on a vu avec Advitam que les choses s'étaient faites sans développement. Parfois, on a la chance. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment dans un quel talent dans un système où, pour le coup, il faut des développements pour complètement intégrer la solution Calizy au parcours IMA. Donc, c'est quoi un peu les ressources qui ont été utilisées pour mener à bien ce projet? Alors effectivement, en fait, Calizy, on peut l'utiliser sans l'intégrer, mais l'objectif, c'est que ça soit intégré pour que ça soit ce qu'on appelle un parcours sans couture. C'est-à-dire si vous prenez votre rendez-vous et qu'il redescend automatiquement dans votre SI avec les tâches qui sont attribuées à chaque collaborateur, ça fait du sens, ça fait gagner du temps, ça ne ferait pas de sens de l'avoir sans être intégré. Mais effectivement, faut apprendre à travailler avec les SI, comme le disait effectivement Virgile, vous pouvez avoir une super API, ça fait pas tout en fait. Après, il faut s'adapter au mode de fonctionnement. Donc, en termes de charge de travail, c'est pas des développements significatifs. On n'est pas sur des mois de développement ou quoi que ce soit. Il faut un bon cadrage. Les développements, ils se sont réalisés en moins d'un mois, donc c'était assez rapide à partir du moment où c'était bien cadré. Il fallait bien comprendre effectivement les contraintes aussi du groupe IMH. Et surtout, je pense que la plus grosse partie, ça a été la gestion de projet. Vraiment, c'est plus là où on a passé du temps ensemble, des deux côtés, pour que ça fonctionne. Et puis, tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait, mais évidemment, les startups, elles viennent pas pour faire des POC. Elles viennent avec des ambitions, évidemment, qu'on pérennise, qu'on industrialise, qu'on aille beaucoup plus loin dans les cas d'usage. Et donc, c'est important de se dire, c'est quoi, une fois qu'on a passé le POC, l'effort d'industrialisation que l'on mène, avec des ambitions, évidemment, de déployer d'autres cas d'usage. Et ce n'est pas les cas d'usage qui manquent. Parfaite introduction pour dire, une fois qu'on industrialise, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres
Parce que c'est C'est un beau parlant, succès. je pense. Je pense que c'est parlant. Alors, pour des personnes qui sont un peu du côté des plateaux de gestion, quand on gagne 2 minutes sur un temps de traitement, on gagne beaucoup de temps. Quand on améliore la satisfaction de 5 points, c'est conséquent. Et évidemment, quand on diminue de 15% le volume d'appels sortants, je pense que là aussi, vous voyez de quoi ça parle. Et moi, je compléterai cette partie-là qui est sur un sujet dont on a parlé, qui est le sujet de l'élasticité, qui est en fait, nous, on a découvert, alors à notre petit niveau, hein, mais qu'on pouvait venir un peu en support quand il y avait des événements climatiques comme on a connu l'année dernière, où effectivement la solution, sans avoir de développement à faire ou quoi que ce soit, en ouvrant simplement des plages, on a pu effectivement, au cours des mois de novembre et décembre de l'année dernière, où il y avait effectivement beaucoup de tempêtes et beaucoup d'événements, ils ont ouvert un certain nombre de plages de disponibilité et donc on a pu monter à plus de 5000 rendez-vous. Alors, compte tenu de la volumétrie, ça reste petit, mais ça a apporté à un moment donné peut-être une tête bouffée d'oxygène. Voilà. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça voulait dire beaucoup. Côté apprentissage, quand on regarde dans le rétroviseur, côté Calisi. Oui, alors pour moi, il y a 3 apprentissages principaux quand on travaille avec un grand groupe. Le premier, c'est le périmètre du projet. C'est important, effectivement, même beaucoup de sociétés viennent avec un POC, mais on a besoin d'avoir la vision globale si jamais le POC en fait, se convertit. Parce que en fait, les choix qu'on fait dès le départ peuvent avoir des impacts sur la suite. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième, c'est vraiment pas négliger la conduite du changement. Nous, on a beau dire que notre outil, il est extrêmement simple, que vous le prenez en main, que vous le déployez vite et ainsi de suite. Dans une entreprise, quand ça fait des années, des dizaines d'années que vous fonctionnez d'une certaine façon, il faut accompagner les équipes et il faut venir avec beaucoup d'humilité et entendre en fait un peu tout ce qu'on peut nous dire. Et puis voilà, le sujet, c'est la gestion des SI. Les SI dans chaque société sont différentes et il faut réussir à s'adapter. Et pareil, à pas minimiser, même si on a l'impression qu'on fait des choses très standards. Côté IMA, les apprentissages. Nous, on a appris beaucoup plus que Anne-Béatrice. Parce que comme on partait, comme vous l'avez bien compris, un peu jeune sur ces sujets de comment on travaille bien avec une start-up, on avait un vrai sujet d'hybridation. Hein, c'est comment on intègre en fait des solutions qui arrivent de l'extérieur. IMH était très homemade, donc du coup, quand on bosse avec des solutions qui viennent s'intégrer, ça veut dire quoi? Incuber de façon méthodologique, ça veut dire quoi? Parce que là aussi, c'était un peu nos premières expérimentations d'intégration. Donc forcément, est-ce qu'on a les bons KPIs? Est-ce qu'on fait tout le travail qu'il faut en termes de formation, d'accompagnement, etc. Et puis on a eu un gros sujet, effectivement, de passage à l'échelle, en se disant, OK, on a fait une expérimentation, ça marchait sur un petit bout. Ça veut dire quoi? Démultiplier ça dans notre modèle opérationnel et à l'étage de tous les grands comptes avec lesquels on travaille. Et puis pour finir, et ça c'est majeur, c'était le change, parce que comme je vous l'ai dit, le modèle opérationnel c'est du 100% téléphone, entrant principalement. À partir du moment où vous dites je rentre sur des plages planifiées, ça bouleverse les prévisions d'activité, ça bouleverse le modèle d'attente de l'appel, à quoi on occupe les gens quand le créneau de rendez-vous n'est pas totalement rempli, etc. etc. Voilà, donc le changement a été assez conséquent et il est encore en cours. Et pour terminer, alors, pour vous deux, c'est quoi French AssureTech? Alors moi, je vais faire un focus sur French AssureTech et sur Startup Palace, parce que pour moi, en fait, faut pas oublier que c'est un programme en fait qui est tripartite. Donc, c'est-à-dire que il y a les startups, il y a les grands comptes et les grands groupes, et puis au milieu, il y a ceux qui opèrent. Et moi, j'ai vraiment vu en fait dans l'équipe des sparring partners. Voilà, qui savaient en fait nous challenger, pas forcément être que de notre côté, nous éclairer, de temps en temps nous remettre à notre place, mais nous accompagner. C'est aussi des personnes de confiance, des personnes avec qui on pouvait aller se tourner en se disant c'est compliqué, ça marche pas comme je veux, et ainsi de suite. Et en fait, quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, on n'a pas beaucoup de personnes à qui on peut se confier et puis se tourner. Et puis pour nous, dans le monde de l'assurance, des mutuelles et ainsi de suite, ça a quand même été un accélérateur de connaissances, quoi. Connaître ce secteur, connaître ce milieu, connaître les personnes, connaître les contraintes qu'on n'avait pas. Et aujourd'hui, voilà, on est un acteur majeur de la prise de rendez-vous dans ce secteur-là et French AssureTech y est forcément pour beaucoup.
Merci. Alors, celui qui m'est venu en premier, c'était vraiment un espace de convergence parce que j'ai découvert dans FAT en fait une opportunité de discuter beaucoup plus de façon ouverte avec tous nos assureurs, confrères, tous les partenaires en fait de cet écosystème. Et à la fois dans la réflexion qu'on peut avoir en amont sur la sélection des startups, à la fois les moments où on doit sélectionner et à la fois dans l'accompagnement ensuite, on voit qu'assez naturellement, on partage des choses avec une envie les uns et les autres de réussir. Donc ça, c'était vraiment très important pour moi. La deuxième, une machine à innover parce que évidemment, quand on regarde ce que propose la globalité de French AssureTech, on voit que ça peut nous aider nous-mêmes à grandir au travers du campus par exemple. Et puis un cadre expérimental parce que là aussi on a de l'apport méthodologique pour bien le faire. Merci Rodolphe. Avant de passer aux questions, j'ai envie de te donner le micro, Catherine, parce que tu as un rôle tout particulier avec Anne-Béatrice, puisque Rodolphe a accompagné le projet après le pivot, mais tu as accompagné du coup co-organise avec Anne-Béatrice. Est-ce que pour toi c'est quoi cette collaboration, sachant qu'en plus vous êtes rentré au capital? Donc, Catherine. C'était pas prévu. Alors évidemment, c'est comme vous le voyez, c'est un peu d'émotion, parce qu'on a traversé des moments pas faciles ensemble. Et je pense que ça, c'est important dans cette dynamique qu'on a, c'est de se dire. Je crois que tu l'as dit, la confiance et la confiance qui n'est pas une confiance aveugle, voilà. Donc en fait, je pense que mon rôle, mais même pas que moi, Frédéric Emery, il a accompagné également Anne-Béatrice, il est au board, les parrains, les marraines. En fait, notre rôle, c'est aussi ça, c'est aussi dans les moments difficiles que la start-up traverse, et donc que nous, on traverse parce qu'on l'accompagne, on la recommande, d'avoir la possibilité d'ouvrir quelques portes, de pousser quelques petits obstacles qu'il peut y avoir sur le chemin, parce qu'on connaît l'intérieur de nos maisons et on sait que quand il y a un problème IT, on peut appeler Monsieur X qui va s'occuper de ce problème IT. Donc voilà, donc je pense que je crois que vous avez... Qui a dit une rencontre? C'est vous qui avez dit une rencontre? Non, c'est Ad Vitam, je crois. Ça, c'est vraiment important. Dans ce dispositif-là, l'humain, c'est la clé. Et c'est pour ça que je souligne aussi tout le temps le rôle des parrains qui accompagnent, le rôle du comité technique. Hein. On a chez nous des gens qui sont dédiés à cet accélérateur-là. Et c'est vraiment fondamental de se soutenir, parce que ne croyez pas qu'il faut toujours soutenir la start-up. Il faut aussi parfois nous soutenir, nous, vis-à-vis de nos patrons, vis-à-vis de nos pairs, vis-à-vis de nos collègues qui disent tu m'agaces avec ton petit projet, avec ta start-up, là, qui fait pas... Voilà. Donc en fait, je pense que ça, c'est vraiment... c'est fondamental dans French AssureTech, et c'est, je crois, ce qu'en effet, tous en commun, on réussit tous bien. Merci beaucoup, Catherine. Des questions pour ce beau témoignage entre IMA et Co-Organise? Est-ce qu'il y a des déploiements de Calisi bientôt? À venir, oui, bien sûr. En tout cas, quand on voit on va continuer en tout cas à pousser les feux avec eux, bien sûr, et puis sans doute d'autres partenaires. Quand on voit les chiffres, ça donne envie. Un tonnerre d'applaudissements. Merci Rodolphe, merci Anne-Béatrice.